Salut tout le monde! Bienvenue à la conférence numéro 22 de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous étudierons un sujet très intéressant, intitulé « La vie privée de chacun ». L'objectif de cette conférence est de nous montrer que nous évoluons tous sur trois plans différents, qu'il ne faut pas les confondre, ni les mélanger, les uns avec les autres. Cette conférence est très importante, car comprendre ces trois aspects, savoir les différencier et les séparer, nous permettra d'avoir de meilleures relations avec le monde extérieur, et surtout, cela nous permettra d'avoir une meilleure relation avec notre propre être intérieur. Nous apprendrons pourquoi il est important de garder le silence nécessaire par rapport à notre vie intime, qui est la relation que nous entretenons avec notre propre être, dans notre monde intérieur. Et nous comprendrons pourquoi il est important de garder le silence sur les différentes avancées et informations internes que nous recevons tout au long de ce chemin. Il existe trois types de vie dans lesquels nous évoluons tous. Il y a notre vie publique, qui se déroule avec toutes les personnes et situations extérieures à notre famille. Il y a la vie privée, c'est-à-dire celle qui se déroule directement dans notre foyer et notre noyau familial. Et il y a la vie intime de chacun, qui est liée à notre monde intérieur et à toutes les expériences que nous vivons intérieurement. Analysons chacun d'eux. La vie publique de chacun est cet aspect de notre vie qui se déroule depuis les portes de notre maison jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire avec des personnes qui ne font pas partie de notre noyau familial. Là, on vit tout ce qui touche au travail, aux amitiés, aux collègues, aux étudiants à qui on transmet des connaissances, et en général, avec tous, et tout, ce qui touche au monde extérieur. La vie publique est très importante, car en plus de la grande de gymnase psychologique que représentent les différentes personnes et situations qu'elles nous apportent, c'est aussi celle qui nous aide à développer le beau facteur du sacrifice pour l'humanité. Car elle nous permet de développer l'amour conscient, en donnant aux frères de l'humanité la possibilité de recevoir la connaissance qui leur permettra de comprendre que leur existence a un but plus élevé. Ensuite, nous voyons que la vie publique est de la plus haute importance. Elle nous donne l'occasion de faire les mérites du cœur pour l'avancement de notre propre travail. Et elle nous offre aussi l'occasion, grâce à la loi du miroir, de mieux nous comprendre et de faire progresser notre travail de mort psychologique. Ce qui est important, c'est d'apprendre à ne pas mélanger notre vie publique avec les deux autres vies. Nous devons apprendre à ne pas introduire dans la vie publique des choses et des situations qui relèvent de notre vie privée. Il ne faut pas exposer publiquement ce qui se passe dans notre foyer, dans les gymnases psychologiques que nous vivons avec notre propre famille. Et surtout, ne pas exposer publiquement ce qui se passe dans cette vie très privée qu'est notre relation de couple, et surtout tout ce qui touche à la partie sexuelle. C'est privé et cela ne devrait pas être divulgué dans la vie publique. Et nous allons analyser, maintenant, lorsque nous parlons de la vie intime, que nous ne devons pas ventiler dans la vie publique, les processus que nous vivons intérieurement, en relation avec notre propre être, et les expériences intérieures qu'il nous donne. Mais il est également très important d'apprendre à ne pas ramener chez soi les problèmes de la vie publique, en laissant le travail au travail. Il faut résoudre les altercations et les situations vécues dans la vie publique par la mort psychologique, et non les ramener à la maison. Parce qu'il arrive souvent que nous ayons des situations dans notre vie publique et que nous emmenions cette chanson psychologique chez nous, nous la transmettons à nos proches, et ils finissent par en payer le prix. Comme on peut le voir, il est primordial d'apprendre à ne pas mélanger ces vies. La deuxième est la vie privée de chacun. Nous y trouvons ce qui concerne la famille, les parents, les enfants et le couple. En observant cette vie, nous voyons qu'elle vient aussi du monde extérieur, et qu'elle se déroule totalement dans le monde extérieur. Nous allons ici retrouver toute la gymnastique psychologique qu'implique la relation familiale. Cette vie a un aspect très important, car sa partie la plus privée, qui est la relation directe avec notre partenaire, nous permettra de développer la naissance spirituelle. Il est donc d'une importance vitale de chérir notre relation, de donner à notre partenaire la valeur et le respect qu'il mérite. Car c'est lui ou elle, cette personne spéciale qui va collaborer avec nous pour que la création des corps existentiels, qui permettront à notre conscience de se manifester dans les différentes dimensions de la nature, devienne une réalité. Et nous allons en même temps collaborer avec lui. Il est très important d'apprendre à ne pas emporter les choses privées de notre famille,
mais surtout celle de nous et de notre partenaire, avec la vie publique. Personne ne devrait interférer dans la relation du couple. Nous devons travailler, comprendre et éliminer ces moi qui aiment parler de choses liées à nos relations familiales, mais surtout à notre relation avec notre partenaire. Nous devons observer quels sont les défauts en nous qui nous poussent à parler avec nos amis, ou avec d'autres membres de la famille, des problèmes relationnels de notre couple, à la recherche de conseils. C'est une terrible erreur, car les choses de la vie privée doivent être résolues en privé, par le travail de mort psychologique et le développement de l'amour conscient. Mais il est aussi extrêmement important d'apprendre à ne pas s'immiscer dans la vie privée des autres. De ne jamais se faire passer pour un conseiller pour dire aux autres ce qu'ils devraient faire dans leur vie privée, ou comment ils devraient gérer leur situation relationnelle. Chaque personne doit, avec la guidance de son propre être intérieur, et de son propre travail intérieur, apprendre à résoudre ces situations particulières. Par conséquent, si quelqu'un nous demande conseil sur sa vie privée, il est de notre devoir de lui dire de rechercher, et de suivre, la guidance de sa propre conscience. Il est également très important de se rappeler de ne pas introduire les problèmes de la vie publique dans la vie privée. Voyons maintenant le troisième type de vie, qui est le plus important. La vie intime de chacun. À cette vie appartient tout ce qui touche à notre monde intérieur. Une fois que nous commençons ce chemin de connaissance de soi, cette vie prend une valeur très importante. Car c'est en elle que nous trouverons cette communication intime avec notre être intérieur, qui se fera à travers nos expériences intérieures et dans notre travail intérieur. Dans cette vie intime, que nous vivons dans notre monde intérieur, auront lieu les différentes initiations, les degrés, les différentes avancées que notre être recevra, à mesure que nous avancerons dans le travail des trois facteurs. Les expériences internes que chacun vit dans le monde intérieur, tout ce que nous vivons dans le monde astral, mental, causal, etc., font partie de cette vie intime de chacun. Les enseignements secrets que chacun de nous reçoit dans le monde intérieur, les différents secrets qui nous sont révélés au fur et à mesure que nous avançons dans le travail intérieur, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre que la vie intime se prostitue quand on l'amène à la vie publique, et que c'est une erreur très grave, qui génère beaucoup de stagnation dans le travail intérieur. Lorsque nous apprenons à garder en silence les différentes choses que nous recevons dans le monde intérieur, alors nous démontrons que nous sommes dignes de recevoir tout ce trésor de sagesse que notre être garde. Pour apprendre à se taire, il est important de travailler sur notre orgueil, car c'est ce défaut psychologique qui aime parler de lui-même et de ses choses intimes. Lorsque nous racontons nos expériences, elles perdent de leur force, cependant, si nous les gardons sous silence, plus tard nous les comprendrons, et cela nous donnera de la force psychologique. En leur racontant, ou en demandant à une autre personne de nous interpréter l'expérience astrale, nous perdons l'opportunité de faire notre propre effort, de faire confiance, et de rechercher la guidance de notre propre maître qui est notre être. Et lorsque nous le racontons par vanité, par orgueil ou par indiscrétion, nous courons le risque que notre être cesse de nous donner des informations importantes. Beaucoup d'expériences que nos parents nous donnent nous permettent de vivre directement, et de comprendre différentes choses, de sorte qu'elles deviennent réalité, et nous donnent de la force. Souvent, intérieurement, nous recevons des avertissements à travers le monde astral sur des choses qui vont se produire dans le monde physique, et des choses qui nous permettraient de démasquer de nombreux traîtres, et l'interférence de magiciens noirs qui viennent nuire au processus du sacrifice. Nous recevons également des avertissements concernant les récurrences à venir, etc. C'est pourquoi il est important de faire l'effort d'interpréter nos expériences astrales, et de ne les raconter à personne, car ce faisant, nous ne parvenons souvent pas à réaliser les avertissements qui nous sont donnés. Si nous demandons à une autre personne d'interpréter nos expériences astrales, ou nos rêves, cette personne nous dira ce qu'elle pense que cela peut être, mais elle ne connaîtra pas les différentes nuances ni les aspects internes qui ont généré cette expérience. Et nous pourrions nous retrouver confus et désorientés. En revanche, si cette personne a tendance à deviner ce que notre être veut nous montrer dans l'expérience, alors nous générons une dépendance envers cette personne, et nous continuons à lui révéler constamment les différents secrets qui nous sont confiés. Ensuite, nous ne développons pas notre propre force, et notre confiance en notre propre sage, en nous appuyant sur la force d'une personne extérieure. Un autre aspect important est qu'en racontant nos expériences, nous nous déshabillons psychologiquement devant la personne, ou les personnes, à qui nous les racontons.
De plus, si la personne a des connaissances sur la façon d'interpréter les rêves, et a de mauvaises intentions, elle pourrait utiliser ces informations pour nous manipuler psychologiquement. Une autre raison pour laquelle nous devons apprendre à taire nos expériences est l'impression que nous laissons à ceux qui nous écoutent et ses conséquences. Car en racontant nos expériences intérieures, nous pouvons éveiller chez les gens l'envie, la frustration, et ils pourraient même finir par se retirer du travail intérieur pour cette raison, et nous gagnerions un karma pour cela. D'autre part, si nos expériences sont très impressionnantes pour les autres, nous pourrions générer du fanatisme, qu'ils nous voient comme quelqu'un de spécial, et nous pourrions même en arriver à nous sentir spéciaux, alimentant ainsi terriblement la mythomanie. Nous devons comprendre que nous nous faisons terriblement du mal lorsque nous racontons nos expériences intérieures, nous nous faisons un grand mal, et nous risquons d'être écartés du travail ésotérique pour être irresponsables. Nous allons recevoir des informations délicates sur nous-mêmes, sur les autres et sur l'univers en général. Et si nous ne savons pas garder le silence, nous pourrions finir par affecter les processus et le développement spirituel des autres. Ainsi, les expériences internes ne doivent pas être racontées, car le serment que nous faisons avec le Père et la Mère interne, de ne pas divulguer les enseignements secrets que nous recevons, est violé. Et on les appelle enseignements secrets parce que nous les recevons dans les mondes supérieurs par le Père intérieur et la Mère particulière. C'est par eux qu'ils nous sont révélés. Ainsi, en les divulguant, ils ne nous confient plus de secrets, et alors vient l'obscurité, c'est-à-dire ce qu'on appelle ésotériquement une nuit. La longueur et l'obscurité de cette nuit dépendront de la gravité de la faute. Au début, en guise de pénalité pour notre indiscrétion, ils nous enlèvent la fluidité, ou la facilité, avec laquelle nous nous dédoublons consciemment sur le plan astral, et la fréquence à laquelle nous le faisons. Mais si nous recourons à l'erreur, ils ne nous permettent pas de nous souvenir de nos rêves, pendant une semaine, des mois, ou même des années, selon la récurrence de l'erreur, ou l'ampleur de l'information révélée. Alors, il serait très douloureux d'apprendre à se taire à force de perdre la lumière intérieurement. Nous devons apprendre à différencier quand la connaissance intérieure que nous recevons est reçue dans un livre ouvert, ou dans un livre fermé. Lorsque nous recevons la connaissance ésotérique dans des livres fermés, c'est une connaissance réservée exclusivement à notre être. Elle ne doit pas être révélée au monde extérieur. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir se taire. Mais si on le reçoit dans un livre ouvert, il peut être délivré à nos étudiants. Ainsi, grâce à l'intuition, nous apprenons à différencier ce dont nous pouvons parler pour enrichir la compréhension des sujets que nous abordons, et ce que nous devons garder sous silence. Ce qui doit être clair, c'est que tout ce qui concerne les progrès internes, les initiations, les degrés, et les processus internes, est une information qui doit être traitée uniquement, et exclusivement, entre nous et notre être intérieur. Nous ne devons pas la révéler au public, ni à la vie privée. Nous devons être complètement hermétiques à cette information. Eh bien, c'était la 22e conférence de la phase B. Le prochain que nous étudierons s'intitule « Le symbole de l'aigle avalant le serpent ». Dans cette conférence, nous parlerons des 3 dernières étapes à franchir pour parvenir à la réalisation de soi, et de la manière dont elles étaient représentées dans les cultures mésoaméricaines du passé. Une conférence très, très intéressante. Merci beaucoup. À la prochaine.